Et salut les samouraïs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% spoiler concernant Kimetsu no Yaiba. On va parler de la fin de Kimetsu no Yaiba, alias Demon Slayer. Et surtout on va revenir un petit peu en général sur le manga. Voilà, je vais vous évoquer un petit peu ce que je pense du manga. Et puis on va parler aussi un petit peu justement des critiques qui sont faites notamment par la communauté francophone de Kimetsu no Yaiba, enfin la communauté même francophone en général qui parle de Kimetsu no Yaiba. Il y a beaucoup de critiques, donc on va revenir un petit peu là-dessus parce que je trouve le sujet plus ou moins intéressant. Et puis voilà, ce sera une vidéo sympathique. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas à jour dans la publication japonaise de Kimetsu no Yaiba, ne continuez pas cette vidéo, ça serait vraiment dommage de vous gâcher l'intrigue de cette magnifique œuvre. Par où commencer, c'est compliqué. Jusqu'à présent, j'en avais jamais parlé sur la chaîne de Kimetsu no Yaiba, et je vais pas vous mentir, j'en ai jamais parlé. Surtout aussi pour pas me faire spoiler, pour pas prendre le risque de me faire spoiler, et c'était un petit plaisir de suivre cet animé. Ça a été un vrai coup de cœur. Alors moi, je fais pas partie des anciens qui ont découvert avec le manga, j'ai vraiment découvert avec l'animé. J'ai suivi le mouvement de hype quand ça a commencé un peu à faire du bruit de partout. Je me suis dit tiens, ça a l'air sympathique, en plus il y a un petit côté Japon féodal et tout, moi c'est ce que je préfère, vous me connaissez, voilà, les samouraïs, tout ça, ça me parle beaucoup. Et donc du coup, énorme coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur que ce soit pour l'univers ou pour cette ambiance très particulière qui se dégage de Kimetsu no Yaiba. Je vais beaucoup y revenir là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de très mélancolique, de très grave qui se dégage finalement, et moi qui marchait vraiment bien avec moi. Je veux dire que ce soit l'anime ou le manga, ça me prenait vraiment par les tripes. Ça m'a vraiment fait rêver ce manga en fait. Tu vois, je me suis retrouvé un peu gosse à presque m'imaginer, putain, si j'étais dans cet univers, qu'est-ce que je kifferais en fait, même si c'est un univers très très dur, mais j'aime bien en fait. Il y a une espèce de pression constante, la mort rôde constamment, et les affrontements semblent tout le temps perdus d'avance. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cet univers-là. Bref, mais bon, d'abord, on va commencer tout simplement par parler du dernier chapitre rapidement, parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, vraiment le chapitre de conclusion. Bon voilà, c'est un choix de la part de l'auteur de conclure son manga avec l'ère moderne. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, j'ai l'impression maintenant, dans pas mal de mangas comme ça qui se passent dans un passé fictif un petit peu, souvent Japon féodal, tout ça. Ils aiment bien ramener finalement les choses au monde moderne, à notre monde, pour faire un parallèle peut-être. Je trouve que c'est pas forcément toujours nécessaire. Bon là c'est sympathique de voir que les générations, voilà, la descendance finalement de nos héros, qui en fait par cette descendance elle nous fait comprendre en fait les différents couples qui se sont formés et qu'on voyait venir, notamment avec Tanjiro. On voit que Suigetsu visiblement est parvenu à ses fins avec Nezuko, ce que je trouvais un petit peu curieux parce que on a vu la rencontre de Nezuko avec le pilier du vent, ça la laisse pas indifférente, et justement la relation aurait pu être très intéressante. Il y avait encore des choses à développer dans le manga, on y reviendra. Mais en soi, bon voilà, j'ai trouvé ce chapitre final correct, plein de nostalgie. La photo finale fait vraiment très plaisir, et c'est très sympa finalement de voir la famille Kamado qui a gardé un petit peu comme ça tous les souvenirs, et on sent certainement à essayer de faire perpétuer finalement la légende donc des pourfendeurs de démons, parce qu'on voit sur le mur à la fin comme ça qu'elle a conservé le katana, on voit les boucles d'oreilles, tout ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa, ce petit côté là, et puis de voir finalement que leur descendance elle a gardé un petit peu leurs attitudes, et que finalement tout le monde s'est un petit peu plus ou moins réincarné et vit une vie un peu utopique, parce qu'on a perdu beaucoup de personnages au fil de cette aventure. Il y a énormément de morts, et c'était aussi une des forces de ce manga, c'est que on avait vraiment le sentiment que personne n'était intouchable finalement, à part le personnage principal, puisqu'il est revenu face au combat contre Muzan. Donc voilà, moi j'ai bien apprécié ce chapitre final, même si je pense que au final la conclusion aurait pu être faite au chapitre précédent, c'est-à-dire que l'image de fin où tu les vois tous ensemble vivre heureux dans la maison de Tanjiro et de Nezuko. Ils sont tous réunis là-bas, ils reconstruisent leur petite famille, ils ont tout perdu tous finalement, Onisuke, lui, il avait été abandonné. Suigetsu, il a perdu son seul parent, c'était son grand-père. Voilà, ils ont tous perdu finalement des êtres chers, et ils se retrouvent tous ensemble et puis ils reconstruisent leur petite famille. Ça faisait une belle fin aussi. Bon voilà, ils ont choisi aussi de nous montrer le côté un peu moderne, pourquoi pas.
Bon, en tout cas, la conclusion était plutôt sympa. Maintenant, on va revenir sur l'œuvre plus en général. Alors, je sais pas par quoi commencer. Si je passe en général sur l'œuvre et sur les reproches qui sont faites, ou si on va parler peut-être d'abord un peu de l'arc Muzan, parce que c'est l'arc qui, je pense, fait qu'il y a, où il y a beaucoup de désaccords. Soit on a beaucoup aimé, soit moins. Parce que l'arc Muzan, finalement, le grand boss, hein, celui-ci qui est censé être un peu le grand méchant, finalement, on va dire, entre guillemets, il se fait battre un peu facilement. Il y en a beaucoup qui disent qu'il se fait battre trop facilement. Moi, j'ai pas trouvé, parce que tu vois quand même qu'ils en chient, et ils mettent les moyens en œuvre pour finalement le vaincre. Après, en fait, je trouve qu'il y a dans Muzan, en fait, il était intéressant. C'est pas le méchant le plus intéressant de l'histoire. Il y en a qui trouvent que si. Moi, je trouvais que c'était plus le frère de Yoruichi, hein, le pourfendeur original, finalement. Son frère, celui qui a tous les yeux. Alors, je retiens pas vraiment son prénom à lui. Il a un nom un peu compliqué. Je trouve que lui, pour le coup, c'était un des méchants les plus intéressants. Et en plus, le fight, ce qui est super intéressant, c'est que finalement, c'est en plus un des combats les plus intéressants et où, en plus, t'as même pas le héros qui participe. T'as que les personnages, on va dire, secondaires, et ils sont tous bien mis en avant. Même si après, voilà, l'un des défauts de Demon Slayer, c'est vrai que pour le coup, le schéma du déroulement des combats et de leur conclusion est souvent le même en fait, hein, c'est souvent beaucoup de grosses pertes, on croit que c'est terminé, puis il se passe quelque chose, il y a un retournement de situation, ensuite on a le flashback concernant le méchant, et ensuite la conclusion. Ce qui est pas mal, c'est que j'avais peur à un moment donné qu'on tombe dans le cliché, vous savez, toujours le méchant qui regrette et on découvre qu'en fait il est pas si méchant que ça, qu'au final il est gentil, il a mal tourné, machin, et il se repentit un peu à la fin, donc le schéma Naruto presque. Et en fait le manga, au final, à un moment donné, te montre que non, c'est pas toujours le cas. T'as des personnages qui ne regrettent rien. Je pense notamment à celui qui avait tué Rengoku, le pilier du feu. Tu vois que il reste dans son optique jusqu'à la fin de d'être le plus fort, tout ça, même si il a un côté un peu tragique. Mais après, t'as surtout des personnages comme le frère. Alors lui, c'est pas le plus marquant, parce qu'il y a quand même une rédemption peut-être un petit peu sur la fin quand même. Il regrette de pas avoir pu réussir à protéger sa bien-aimée, tout ça. Mais par exemple, donc le frère de Yoruichi, à aucun moment tu le vois regretter en fait ce qu'il a commis, en fait ce qu'il a fait, même le fait que voilà, il ait voulu tuer son frère, cette jalousie qu'il avait, il se répand pas en fait, et même Muzan finalement jusqu'au bout Muzan restera en fait ce qu'il est. Ça restera une pourriture infinie jusqu'au bout, et il essaye même de se rattacher désespérément, il supplie Tanjiro de ne pas le laisser en fait tout seul de ce côté-là, mais à aucun moment en fait il regrette ce qu'il a fait. Et donc bon, ça j'ai trouvé ça plutôt bien que nous faire toujours un peu ce combo Naruto. Après bon, effectivement, c'est vrai que ça peut... en fait, la fin, elle se déclenche... Ça fait bizarre, en fait. On se dit que le manga, il aurait pu durer encore très longtemps. Tu vois, au début, en fait, quand l'arc Muzan a commencé, moi, j'ai cru qu'on allait nous faire un truc, genre une première rencontre. Genre, voilà, ils vont rencontrer Muzan. Tu te dis, ouais, ils vont pas le battre, là, en fait. Ils vont l'affronter, ils vont peut-être se prendre une grosse branlée, comme la plupart des shonen font. Et ensuite, ils vont devoir repasser quelques péripéties. Et ils retomberont sur Muzan pour l'arc final, tu vois. Histoire d'imposer en fait le méchant, tu vois, de montrer, voilà, il les a tous défoncés, c'est lui le boss, et c'est lui qu'il va falloir battre, parce que finalement, Muzan, on nous dit, voilà, c'est le plus fort, il est impressionnant, c'est lui qui a créé les démons, en fait, c'est l'original et tout ça. Tu as des scènes qui essayent de le mettre en valeur, qui montrent sa puissance, mais au final, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup, enfin, il n'y a pas eu vraiment d'affrontement avec lui avant, et ben il n'y a pas cette espèce de, tu sais, de petit piédestal qui est mis sur le méchant où en fait il les écrase et ensuite il se fait battre plus tard, même si au fil du combat, hein, il leur mène la vie dure, on sent sa puissance, hein, au final il tue quand même beaucoup de piliers, hein, les 3/4 des piliers se font tuer, ou perdent un an, hein, Guillou il a perdu un bras, voilà, ils se font tous quand même bien défoncer, ils en chient, ça dure très longtemps ce combat, il y en a qui en avaient un peu marre d'ailleurs. Bon, moi je trouvais que l'auteur arrivait quand même à nous tenir en haleine, à faire des rebondissements assez intéressants, à jouer avec le spectateur. Bon, il y avait les flashbacks qui se mettaient. Bon voilà, je trouve que y avait quand même du plus. Après, si je dois noter des choses qui m'ont moins plu dans l'arc Muzan, dans l'arc final, c'est peut-être un petit peu le rush à la fin pour développer
l'un des derniers piliers et les mettre en avant, donc le pilier du serpent, Igulo je crois. Igulo, il est un peu mis en avant au dernier moment en fait. On sent que en fait, il y a eu un moment, j'ai pas compris pourquoi ils ont skip ça. En fait, on dirait qu'il y a un combat qui est skip, c'est quand Igulo et c'est comment Kalonji, le pilier de l'amour, sont ensemble et ils affrontent donc la joueur de Shamisen, qui modifie comme ça l'espèce de monde de Muzan. En fait, j'ai pas compris pourquoi. À ce moment-là, ils cut le fight en fait. Il y a plus de fight en fait. Il y a le gamin là, le démon, d'ailleurs le seul survivant démon qui intervient finalement et qui la manipule et donc il reprend le contrôle comme ça. Et il y a une espèce de duel psychique entre lui et Muzan. Et en fait, du coup, le fait que ce combat soit cut, ensuite. En fait, ils se servent pendant le fight de Muzan pour essayer de mettre un peu en avant donc le pilier du serpent et raconter son histoire. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé que ce passage-là, lui, il a pas eu vraiment sa fenêtre, en fait, sa case. Tous les persos, finalement, ont leur moment à eux où on raconte vraiment toute leur histoire, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et lui, finalement, oui, on raconte son histoire, mais il n'a pas vraiment l'occasion vraiment de briller, même si c'est un personnage qui avait l'air assez intéressant, qui est assez touchant. Mais voilà, je trouve que ça, pour le coup, c'est dommage qu'elle ait cut ce passage-là. Après, c'était voulu. Mais il y a ça qui je trouve un peu... Et après, bon, c'est vrai que ça fait bizarre, au final, de se dire qu'on rush tout de suite au dernier fight. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est la force du manga. Et là, on va venir un peu sur le sujet principal. Je vais évoquer un peu voilà, ce côté... critique qu'il y a notamment en France sur Kimetsu. De toute façon, je crois qu'en France, on n'aime pas trop ce qui marche. Mais il y a une critique qui revient beaucoup. Alors, cette critique, elle est à la fois positive et négative. Et en fait, c'est une critique, je dois admettre, que... En fait, c'est pas que je comprends pas, mais je peux pas la rejoindre, en fait. En gros, il y a beaucoup de gens qui disent que Kimetsu no Yaiba, c'est un shonen qui apporte pas grand-chose au monde shonen et qui est trop classique. Qu'il est bien, mais qu'il est classique en fait, mais qui fait les choses bien, en étant classique. Et en fait, je suis d'accord et à la fois pas du tout avec cet argument. Oui, Kimetsu no Yaiba, dans son développement, reste classique par rapport à un shonen, du moins par rapport à ce que j'ai lu, parce que après bon, voilà, je peux pas critiquer la culture de ceux qui font cette critique. Peut-être que certains ont vraiment une énorme culture manga et peuvent dire ça. Moi, j'ai lu quand même pas mal de shonen, mais pas non plus. Voilà, je suis pas le dieu du shonen. Tu vois, je les connais pas tous. Il y en a tellement. Donc, c'est difficile de dire est-ce que c'est si classique, est-ce que vraiment ça porte rien. Mais personnellement, des shonen que j'ai pu lire, j'en ai lu quand même pas mal. Et de ce que j'ai pu voir, je trouve que oui, Kimetsu reste classique, mais je trouve que quand même, il casse pas mal de codes du shonen, je trouve, et j'ai l'impression que ça, beaucoup de gens, en fait, n'en parlent pas, passent complètement à côté. En fait, comment tu peux dire que Kimetsu no Yaiba, c'est 100% classique? Parce que, oui, ok, on retrouve un peu les codes du shonen, donc le héros qui a tout perdu, qui doit faire ses preuves, tout ça, et qui monte en puissance, qui s'entraîne, machin, l'amitié, tu retrouves ces codes-là très forts, mais en même temps, il casse beaucoup les codes, il flirte même des fois avec le seinen, parce que on a quand même un personnage qui se démarque, je trouve, beaucoup de la caricature du héros de shonen classique, c'est-à-dire que Tanjiro, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu avec ce manga, n'a aucune ambition vraiment personnelle en fait. Il ne désire pas être le meilleur des pourfendeurs. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, est-ce qu'on peut dire que Tanjiro est le plus fort des pourfendeurs? À aucun moment, pour moi, non. Tanjiro, d'ailleurs, est-ce qu'on peut même dire que c'est grâce à Tanjiro qu'ils ont battu Muzan? Certes, il a aidé, mais ce que je trouve trop bien, c'est que c'est pas vraiment lui le héros, c'est le collectif et d'ailleurs, je trouve que l'auteur le met vraiment bien en avant, ça, à la toute fin, c'est de nous montrer que ce sont les pourfendeurs, les héros. Mais pas, à aucun moment on dit voilà c'est Tanjiro qui a sauvé tout le monde, à aucun moment en fait, c'est tout le collectif, c'est tout le groupe en fait, et ça je trouve ça beau, et finalement aussi ce que je trouve vraiment très bien, c'est que Tanjiro, la seule chose qu'on peut lui attribuer à la limite, c'est que ce soit l'élément déclencheur de la marque des pourfendeurs chez les autres, parce qu'on nous explique à un moment donné dans le manga que voilà il a éveillé sa marque, certainement lié à cause de la danse du feu qu'il avait appris petit avec son père, et que cette marque en fait se répand un peu comme une espèce de virus en fait chez les autres pourfendeurs, elle s'éveille. Donc on pourrait attribuer ça à Tanjiro, mais après à côté de ça, on peut pas dire que ce soit le meilleur des pourfendeurs, il avait pas pour objectif d'être le meilleur pourfendeur. Est-ce qu'on peut même dire, est-ce qu'il a pour objectif de se venger? Certes oui, il veut en découdre, il veut tuer Muzan pour mettre fin à ce cauchemar, mais son objectif principal, ça a toujours été de sauver sa sœur. Ce qu'il désire le plus, c'est de rendre Nezuko humaine. L'histoire commence comme ça.
Donc déjà, je trouve que par rapport à d'autres shonen, où souvent, alors il peut y avoir des quêtes de vengeance, tout ça, mais très régulièrement dans le shonen, il y a quand même aussi une quête, on va dire, de s'affirmer. Tu vois, tu prends Naruto, voilà, il veut devenir le Hokage. Alors c'est pas toujours le cas, parce que par exemple, si on prend Bleach, quel serait l'objectif d'Ichigo? Tiens, c'est marrant comme question ça. C'est vrai que dans Bleach, par exemple, Ichigo, il a pas pour objectif d'être un capitaine du Gotei, tout ça. Il veut protéger ses amis. Bon. Mais souvent, il y a un objectif d'accomplissement. L'objectif de Tanjiro, lui, c'est de sauver sa sœur. Mais ce que je trouve beau, c'est que très souvent, dans la fin des shonen, la plupart, le héros, ça devient le personnage le plus pété. Ça devient le meilleur de l'histoire, c'est l'accomplissement. Tu vois, même par exemple, pour revenir sur Bleach, sur Ichigo, il n'a pas pour objectif d'être le meilleur, tout ça. Lui, bon, pour le coup, il a surtout pour objectif de protéger ses amis, d'aller sauver Rukia, ça commence souvent, c'est pour sauver un peu le monde. Mais son objectif, c'est en aucun cas, était de devenir le meilleur. Et à la fin, pourtant, on peut dire qu'Ichigo, c'est lui le best, quoi. Hein. Donc, tu vois, je trouve que pour ça, déjà, à la fin, pour moi, on peut pas dire que Tanjiro, c'était le meilleur, en fait. Donc, déjà, pour moi, il se démarque là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Je trouve que là où l'auteur casse les codes, souvent, du shonen, c'est que, très régulièrement, elle va jouer avec les codes, en fait. Elle va te... Tu vas croire venir vers les choses et elle va casser complètement le rythme de son manga. Par exemple, bah justement, l'arc final, pour moi, c'est un gros tour de main où... Tu vois, en toute franchise, vous me le direz dans l'espace commentaire pour ceux qui auront le courage d'écouter cette vidéo blabla, combien d'entre nous, quand l'arc Muzan a commencé, quand voilà le chef, le Oyakata-sama, se sacrifie, enfin de toute façon il savait qu'il allait mourir de maladie, pour justement déclencher l'arc final contre Muzan, combien d'entre nous se sont dit « Oh mais de toute façon la Muzan il va les soulever, et ça va étirer le manga pour ensuite avoir le combat final ». Je pense que je suis pas le seul à avoir pensé ça, on doit être un paquet à avoir pensé ça. Et justement, quel retournement de voir que non, l'auteur, elle a vraiment terminé son manga. C'était vraiment l'arc final. C'était... tu sais, moi, au début, quand je voyais, genre que... Parce que le manga lui-même, pendant le manga, tu sais, t'as toujours ces petits sous-titres où ils font leur autopromo. L'arc final commence, machin, l'affrontement ultime contre Muzan. Mais tu sais, tu te dis, ouais, ils mettent ça, mais tu sais, pour faire monter la hype et tout ça. Mais non, c'était vraiment l'arc final, tu vois. Je pense que... Surtout quand on voit le succès commercial de Demon Slayer, à aucun moment on se serait dit putain elle va arrêter ça là maintenant, tu vois. Et d'un côté, moi je trouve que ça c'est un tourne-force et ça casse complètement le code du shonen. Combien de shonen qui marchent comme ça se serait juste permis d'étirer en fait, comme Naruto a pu le faire. Alors moi je suis très fan de Naruto, mais faut avouer que la 4ème grande guerre, mais ça a été tiré au maximum, tu vois. Et le problème c'est que ça, à un moment donné, bah, tu casses complètement le rythme de ton manga et à force d'étirer, tu lasses les gens en fait. Tu perds le spectateur, donc je trouve que ça, c'est pas mal, et surtout, en fait, ce que je trouve assez sympathique, c'est que au final, tous les personnages accomplissent, on va dire, un petit peu, on va dire, leur destin, finalement, hein. Onisuke, il a un peu la révélation sur ses origines, Sugetsu, il peut venger son grand-père, bon, même si après, l'arc Sugetsu, c'est un peu le choix de la facilité, avec l'autre qui a décidé de devenir démon, tout ça. Bon, mais je trouvais que c'était plutôt bien amené. Et en plus, ce que j'aimais beaucoup, c'est que les combats, il y avait une vraie intensité dans les combats. C'est-à-dire que tu sens vraiment que, quoi qu'il arrive, les pourfendeurs, ils partent toujours avec un temps de retard sur les démons. Tu sens que les démons leur sont nettement supérieurs et qu'ils sont obligés vraiment de se surpasser et de complètement dépasser leurs conditions humaines pour les vaincre. Et ça, pour moi, c'était vraiment très très fort. Et surtout, un autre truc qui est, on peut le dire, quand même peu fréquent, alors peut-être un peu plus maintenant de nos jours, avec les shonen, c'est quand même beaucoup de personnages qui meurent, beaucoup de personnages très charismatiques, il tue énormément de personnages. Dans son œuvre, il y a les 3/4 des combats, finalement, ils arrivent à battre les démons, mais au sacrifice toujours de leur vie, en fait. Et surtout, on peut se rendre compte que Tanjiro, le héros, hein, quand même, quelque part, finalement, est bien le protagoniste principal, il arrive jamais vraiment à vaincre ses adversaires par lui-même. Il peut pas, en fait, c'est jamais lui la solution, en fait. Il est obligé de se dépasser, de compter tout le temps constamment sur les autres, et il s'en veut, il arrête pas de s'en vouloir pour ça, et jusqu'au bout, finalement. Et ça, moi, je trouve que, bah, encore une fois, c'est quand même vachement loin du shonen classique, quoi. Donc, c'est vrai que je peux comprendre la reproche, après c'est peut-être moi aussi qui suis peut-être trop tombé amoureux du manga, je suis peut-être trop fanboy, je ne pourrais pas le nier, mais c'est vrai que j'avoue que cette remarque constante de dire « Oh mais c'est vachement classique, ça n'apporte rien »,
En fait, il n'y a rien de... Cette histoire pourrait se retransposer partout, finalement. Il y en a beaucoup qui ont l'air de dire ça. Moi, je suis absolument pas d'accord, parce que je trouve que, par rapport à tout ce que j'ai pu lire dans du shonen, je trouve qu'au contraire, même si elle joue, oui, il y a des choses qui restent classiques, tu vois, mais il y a quand même... elle casse souvent quand même les codes de ce truc-là, quoi. Donc, ouais, ça, pour moi, c'était vraiment la grosse force de ce manga, en plus de son ambiance, encore une fois, et de ses affrontements, où t'as toujours l'impression que ça va jouer, tout va jouer sur ce coup-là, tu vois. Il y a une ambiance, tu te dis, ton héros préféré va peut-être mourir. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que au final, au début, je me suis dit, voilà, il y a beaucoup de mystères autour de Yoruichi. Bon, pour moi, perso plus charismatique de ce manga, donc Yoruichi, le pourfendeur original finalement, où au final, il gardera finalement sa part de mystère sur la fin, et ça j'en reviendrai sur la conclusion d'ailleurs. Donc Yoruichi, au début on se dit, il y a beaucoup de ressemblances forcément avec Tanjiro, donc on a vraiment l'impression à un moment donné qu'il y a un lien de parenté. Au final, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'avais peur un peu de ce côté, tu sais, qui pour moi, une des choses qui m'avait vraiment déçu dans Naruto sur le final, c'était de découvrir que on nous fait comprendre Naruto, c'est un peu au début, genre n'importe qui peut y arriver, voilà, c'est un péon parmi tant d'autres, et finalement tu découvres qu'à la fin, non, c'était vraiment une espèce d'élu, quoi, tu vois. Ici, avec Tanjiro, au final, on peut se dire que j'avais peur que ce soit le cas, et finalement, oui et non, parce qu'au final, il a aucun lien de parenté avec Yoruichi, puisque Yoruichi n'a pas eu de descendance, hein, il a perdu son enfant à naître, et il a retrouvé finalement dans la famille de Tanjiro un peu cet amour, ce côté famille qu'il avait perdu, et donc au final ce qui les lie c'est finalement la danse du feu, tout simplement parce que voilà, le seul lien qui fait que Tanjiro est un peu spécial parmi les autres, c'est que lui, il a pu apprendre la danse originale, le souffle original, donc le souffle du soleil, et donc la danse du feu qui est en final une espèce de dérivé. Et ce que j'ai adoré, c'est que même à la toute fin, il sacrifie vraiment finalement son endurance et il en chie sa race pour enchaîner. Il découvre qu'en fait, grâce à ses visions, qu'il faut enchaîner les mouvements pour faire la danse du feu et le souffle du soleil parfait. Mais même ça, au final, on peut pas vraiment dire qu'il le maîtrise totalement à la fin, en fait. Il enchaîne le plus possible pour pouvoir contrôler Muzan, mais c'est même pas ça qui va le permettre de le vaincre, en fait. Donc il arrivera même pas au niveau du Yoruichi à la fin. Et ce qui est beau en fait, c'est qu'au final, ils sont liés par la danse du feu, mais ils ont pas lien de parenté, c'est pas un élu ou quoi que ce soit, tu vois. Donc encore une fois, moi je trouve que dans la plupart des shonen, t'as toujours quand même finalement cette révélation où voilà, le héros, c'est l'élu, c'est le descendant de machin. Là, il y a juste une espèce de liaison, de transmission de connaissances en fait, tu vois. Parce que même, tu vois, par exemple, tu prends Bleach à la fin, moi Bleach c'était un des trucs qui me faisait sourire à la fin, c'est qu'Ichigo finalement il a tout quoi. Son père c'était un Shinigami, tu découvres que sa mère c'était plus ou moins une Quincy, tu découvres que il a quand même une espèce d'appartenance avec les Holo, enfin il a tout le mec, il est tout fait pour être cheaté. Naruto c'est pareil, tu vois, sa mère c'était la précédente porteuse du démon, tu vois, la plupart des... Et d'ailleurs pour revenir par exemple sur My Hero Academia, alors je vais pas spoil, mais bon, pour ceux qui suivent les scans, avec ce qui s'est passé avec le professeur, tout ça, je serais pas surpris qu'on découvre un jour que l'ami Midoriya, finalement, il avait un alter de base ou genre de truc, tu vois, enfin, il y a quand même, voilà, je trouve que quand même, pour le coup, Kimetsu, sans être, je vais pas dire non plus que c'est l'originalité absolue, pas du tout, je trouve que quand même l'auteur a quand même réussi à casser quelques codes, à jouer avec ses codes et à se détacher d'autres shonen, et je pense aussi que c'est pour ça que ça marche. Et donc, pour terminer, on va évoquer le fait, est-ce que c'est vraiment la fin? Alors, je pense que de la trame principale en elle-même, oui. Par contre, on peut le dire, il y a encore beaucoup de choses à raconter dans cet univers. Alors c'est peut-être quelque chose que certains m'ont reproché, il y a peut-être un petit côté frustrant, peut-être d'autres choses qu'on aurait aimé voir plus développées, mais je pense que ça va être fait au travers de spin-off. Il y en a déjà, si vous les avez pas lus, il y a des spin-offs sur Giyu, le pilier de l'eau, qui se passe légèrement avant la rencontre avec Tanjiro et un petit peu après, et c'est super intéressant. Ça met vraiment en valeur Giyu, et il y en a un autre spin-off qui est prévu sur Rengoku. Alors excusez-moi hein, si jamais je mâche les prénoms. Donc Rengoku, le pilier du feu, hein, qu'on va retrouver bientôt avec le film. Il y a un spin-off qui est prévu sur lui.
Donc il y a des choses à raconter. Je pense que par exemple un spin-off aussi sur Yoriichi et son frère, même si on a beaucoup d'informations à un moment donné dans le manga, notamment quand son frère raconte un petit peu bah voilà, comment il est passé du côté des démons, tout ça. Il y a encore des zones d'ombre sur la vie de Yoriichi, donc je serais pas surpris qu'il y ait des trucs comme ça. Donc je pense que oui, la trame principale est terminée, il y aura probablement pas de suite, et tant mieux, parce que honnêtement, avoir une suite dans le monde moderne, personnellement ça ne m'intéresserait pas du tout, ça n'aurait pas la même saveur en fait. Mais par contre, avoir des spin-offs qui nous racontent des petites histoires comme ça, ça peut être très intéressant sur des aventures, sur les différents piliers et tout. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Puis il y a quand même des petites zones d'hommes, par exemple. On n'a jamais vu, et ça je trouve ça que c'est bien, peut-être qu'elle ne le montrera jamais, mais ça serait très intéressant d'avoir l'histoire du précédent pilier de l'eau, hein, le maître de Tanjiro et de Giyu, auquel on n'a jamais vu son visage. Ça peut être très sympa d'avoir un peu peut-être sa story à lui, parce qu'il y a une grosse part d'ombre le concernant, il parle très peu en plus, et donc voilà, il y a encore des petites choses je pense comme ça à raconter. Je trouve que elle a fait les choses bien et sans prétention aussi, parce que c'est ça qui est... On peut reprocher, voilà, il y a voilà, ce côté trop classique, machin, mais en même temps, justement, je pense que l'auteur, quand tu lis ses interviews, tout ça, elle avait aucunement le désir de forcément complètement chambouler le shonen game, de renouveler le genre. C'était pas son but, elle voulait raconter son histoire. Et quand on voit comment ça marche et comment ça cartonne, il est indéniable que je pense que la Shueisha ne désirait vraiment pas que le manga s'arrête maintenant. Et je serais pas surpris que dans quelques années, on apprenne que, à mon avis, Gotoge, elle a tapé du poing pour mener sa barque jusque là où elle voulait le mener. Donc moi, je trouve ça beau aussi de voir un auteur qui, même pendant que son œuvre atteint les sommets de la réussite, arrête quand même son œuvre, amène finalement son œuvre là où elle voulait le mener. Alors après, on pourra critiquer la fin ou quoi, mais je trouve qu'elle a mené sa barque jusqu'à ce qu'elle le mener. Je trouve qu'elle a raconté son histoire, voilà. Voilà, Tanjiro a réussi à sauver sa sœur. Après, à la fin, Tanjiro, c'est même plus un guerrier, il pourra plus jamais se battre, hein. Il a perdu un œil, il a perdu un bras. Bon, voilà, après on pourra reprocher. Moi, je pensais vraiment qu'il mourrait, Tanjiro, hein. Je pensais vraiment qu'on finirait sur ce sacrifice, Tanjiro meurt, et finalement, Nezuko est la seule survivante et raconte son histoire. Elle a décidé de sauver le héros. Ça me dérange pas plus que ça, je trouvais quand même la fin touchante. Bon, ils ont quand même perdu beaucoup de monde. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Alors après, si je reviendrai peut-être sur un petit détail que peut-être certains noteront, où je dis que voilà, pour moi, le héros n'a pas non plus, n'est pas forcément un élu ou quoi. Ils ont quand même une particularité, c'est vrai, Tanjiro et Nezuko, c'est vrai que du coup, finalement, ce sont les seuls qui ont réussi à vaincre le soleil. Mais ça, je pense qu'on peut mettre ça sur le fait que leur particularité dès le départ, c'est leur bonté d'âme. Tu vois que Tanjiro, Nezuko, leur famille, c'est la bonté incarnée, c'est l'idéal de la bonté. Ils sont tout le temps gentils. Tanjiro, au final, il est tout le temps gentil, en fait. Donc c'est cette gentillesse. Et encore que Tanjiro a échoué, même ça, remarque, on peut même mettre ça à la fin. Tanjiro échoue, finalement. Là où sa sœur Nezuko a réussi, Tanjiro échoue parce qu'au final, il boit du sang de sa sœur, en fait. Et ce qui le sauve, c'est le remède. Donc même ça, finalement, il a échoué. Encore une fois, là où tu vois que pour moi, quand on dit c'est trop classique et ça n'a rien apporté au shonen ou quoi, moi je ne peux pas rejoindre ces arguments-là parce que, encore une fois, t'es un héros qui, finalement, la seule chose qu'il aura réussi à accomplir, c'est son objectif de sauver sa sœur, enfin du moins de trouver des gens qui sauvent sa sœur, et d'aider à vaincre Muzan, parce qu'on peut même pas lui attribuer le mérite de vaincre Muzan, mais pour moi ça n'en fait pas pourtant un héros, on pourrait dire c'est un héros tout claquos en fait, il est tout nul, au contraire, je le trouve même limite encore plus brillant et meilleur que n'importe quel autre héros qui arrive au total accomplissement, c'est lui le boss. Ben moi je trouve ça encore plus beau de voir finalement un personnage qui a dû constamment compter sur les autres et se dépasser, tout sacrifier, même finalement, voilà, même son physique finalement, voilà, quand il devient handicapé quoi finalement à la fin, il perd un œil, il perd un bras, tout ça, pour arriver à vaincre le grand méchant. Moi je trouve que c'est encore plus haut finalement, c'est encore plus d'impact. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures de ce manga, mais vraiment des heures, j'oublie carrément je pense 1 million de choses que j'aimerais dire, mais en tout cas ça a été un gros coup de cœur, il m'a vendu du rêve, et je pense que ça restera pendant longtemps certainement une de mes œuvres favorites. Après, ce sera dans quelques années qu'on pourra vraiment prendre du recul et voir si c'est
un incontournable ou pas, si c'est un manga qui aura marqué le monde du shonen au-delà du fait qu'il y ait une hype et qu'il y ait des ventes. Voilà, je pense que on verra si dans 10 ans, il y aura encore des gens qui évoqueront Demon Slayer, que ce soit en référence ou en tant que manga qui a su marquer. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite en animé, et peut-être qu'on pourra parler de l'animé pour le coup, maintenant qu'il n'y a plus vraiment de spoil. Alors, j'évoquerai pas de spoil si je parle de l'animé, mais voilà, on pourra parler de tout ça. Sur ce, allez, plus de 30 minutes de vidéo, je vais vous laisser ici. J'espère que ça n'aura pas été trop indigeste et que vous apprécierez en discuter avec moi dans l'espace commentaire, parce que si je fais cette vidéo, c'est pour échanger avec vous et avoir vos avis. Sur ce, à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss.